Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui un homme qui transforme la vie des gens, qui transforme la vie d'entrepreneurs, d'artistes, d'athlètes. Il est coach mental. Il travaille dans l'ombre des plus grands. Ça a été pour moi-même un de mes coachs, un coach que j'ai pris aussi pour mes équipes pendant plusieurs années. L'objectif, c'est clairement qu'il nous dévoile dans cette interview ses secrets, les secrets de ce qu'il apprend, des secrets des transformations qu'il réalise et qu'il puisse aussi décrypter certains des comportements des géants et que ça puisse nous apporter à tous un maximum de clairvoyance et de visibilité sur comment fonctionnent les géants. Bonjour Michael. Salut JC. Comment tu vas? Super bien. Alors, bien. Ouais. Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter en une minute et demie, Super. qui tu es et ce qui fait aussi ta différence. Ouais. Donc je suis Michael Boulanger, j'ai 51 ans, je suis coach professionnel depuis 19 ans maintenant. Ça consiste à accompagner donc les entreprises, les dirigeants, leur comité de direction, les collaborateurs sur des missions qui sont la performance, la communication, la gestion de conflits, tout ce qui touche la vie de l'entreprise. Et en parallèle de ça, je suis préparateur mental pour des sportifs de haut niveau, mais amateurs aussi. Je prends le même plaisir avec un amateur qu'avec un professionnel. Et depuis peu, j'accompagne, ou je suis rentré dans une équipe qui s'appelle Metacard, Gift Asso, formidable, avec Kader Mouloudji et David Clays, qui ont à cœur de booster les vies d'associations. Est-ce qu'on peut dire que tu es un mentaliste? Mentaliste, non. C'est pas vraiment le terme. Coach mental? Coach mental, c'est plus approprié. Ouais. Coach mental, c'est plus approprié. Et clairement, de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai vu dans les transformations que tu fais, est-ce qu'on peut dire que tu transformes des gens ordinaires en géants, en superstars? Ou est-ce que chez chacun d'entre eux, il y a déjà au fond d'eux un super pouvoir, des super pouvoirs? Je pense qu'on a tous des pouvoirs et c'est les permissions psychologiques que l'on se donne qui vont les révéler et les réveiller. Donc il y a des méthodes, il y a plein de choses qui existent en coaching. L'idée, c'est de trouver le bon canal, la bonne fréquence radio, la sienne, pour pouvoir les réveiller. C'est pas forcément faire du coping ou de la modélisation, mais c'est tester des choses avec soi. Et puis, il y a des choses qui vont marcher, tu vois, chez des entrepreneurs qui vont avoir une résonance chez toi et d'autres qui ne vont pas marcher. Donc, il faut faire ses courses et prendre seulement ce que l'on trouve bon pour soi. J'entendais et je sais qu'aux États-Unis, ça fait une trentaine d'années que, par exemple, dans toutes les grandes équipes de NBA, de football américain, de baseball, carrément, il y a des coachs mentaux pour l'équipe. Et que progressivement, depuis même maintenant 15 ans, il y a certains qui ont des coachs individuels. Et j'ai entendu aussi que ça arrivait en France. Je suis assez proche de certains milieux footballistiques. Et je sais que beaucoup de coachs, beaucoup de sportifs de haut niveau, par exemple dans le foot, Kylian Mbappé qui a son préparateur mental, le PSG qui a son préparateur mental de l'équipe, Cristiano Ronaldo aussi, qui pour le coup, tous les plus grands sportifs mondiaux ont à la fois un préparateur d'équipe, mais aussi un préparateur mental pour chacun d'entre eux. Ça sert à quoi? Un préparateur mental. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont? Ouais, pourquoi c'est une bonne question. Alors, déjà, dans certains athlètes, chez certaines équipes, tu as des préparateurs mentaux, oui, mais tu en as qui refusent aussi les préparateurs mentaux parce qu'ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Un préparateur mental va te servir à te connecter à toi-même. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, avoir une sorte de miroir sur ta linguistique, sur tes schémas de pensée, tes croyances, sur ton âge, ton milieu, la compétition. Le préparateur mental, il va être une sorte de catalyseur entre tes schémas de pensée, ton énergie, pour poser tout ça. Et c'est en fait, il n'y a pas vraiment de méthode, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est quelle est ta propre méthode à toi. D'accord. Tu peux me donner
un cas, par exemple, d'un sportif, sans forcément le citer, d'un sportif, du problème ou des problèmes qu'il avait. Parce que c'est vrai que parfois, en étant quelqu'un de la population lambda, comme je suis, parfois on va voir un attaquant, un joueur de foot. On a vu récemment, il y a quelques mois, Mbappé, qui pendant quelques temps est passé par un passage à vide. Et j'ai l'impression, et pour avoir beaucoup étudié aussi les champions aussi, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai l'impression que tous les grands champions sur cette terre sont toujours passés à un moment par un passage à vide. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, et ils remontent, et après le passage à vide, et puis il y en a qui restent à vide, et qui ne se relancent jamais, et puis il y en a qui remontent. Et j'avais vu souvent, j'ai l'impression que tous les tennismen ont un préparateur mental, que ce soit les Djokovic, les Nadal, à l'époque déjà les André Agassi, les Sir Williams, vraiment que préparateur mental est devenu un élément majeur de la réussite des plus grands champions. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de passages à vide que certains ont pu avoir et comment toi tu les as fait rebondir et comment derrière ils sont repartis? Ok. Sur des passages à vide, je vais plutôt que de parler de passages à vide, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est des éternels deuxièmes. Ouais. Voilà, un éternel deuxième. Des personnes qui travaillent très dur, qui vont doubler, tripler leur entraînement et ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc oui, on peut parler de passage à vide parce qu'à un moment donné, quand tu es éternel deuxième, tu y crois de moins en moins et les contre-performances arrivent. Sur cela, la première chose et l'utilité, c'est déjà de prendre une position de recul et de se poser la question, quel serait l'inconvénient à réussir? Juste ça. Et tu laisses venir la première pensée parce que lorsqu'on pose une question, il est impossible de ne pas répondre. Là, je te parle. Si je te pose une question, même si tu ne veux pas me donner la réponse, t'en as une. Et l'idée, c'est ça en fait. C'est de se dire, tiens, quel serait l'inconvénient à réussir? Donc parfois, j'ai des sportifs qui vont me dire en première instance, non mais j'ai pas d'inconvénient. Ok, je fais un petit silence. S'il y en avait un, ce serait quoi? Et je vais relancer par le conditionnel. Parce que le conditionnel, il ouvre des portes. Et donc là, s'il y en avait un, ce serait quoi? La personne, le sportif, la tête va se donner une permission de réfléchir autrement. Et je vais avoir, si je rentre en équipe de France, par exemple, ça veut dire stage 6 mois par an, blocage du coup au niveau de mon couple, comment ça va se produire, comment je vais l'annoncer à mes parents, à ma famille. Ok. Donc premièrement, la permission psychologique. En fait, il y a 3 P qui sont très puissants, c'est permission, protection, pouvoir. Permission. Est-ce que je me donne la permission de réussir? Est-ce que je vais avoir ce fameux valable et capable? Le valable, c'est l'estime que tu te donnes. Le capable, c'est ce que tu sais faire. Parfois, tu as des personnes qui ont un capable très haut, mais un valable manque de permission psychologique de réussir. Et puis à l'inverse, tu as des valables très forts et des capables médiocres. L'idée de la prépa mentale, c'est de te mettre en phase avec quelle est ta permission psychologique pour aller au bout. Est-ce que tu te donnes le droit? Et est-ce que ton entourage te donne le droit? C'est le fameux SMART. Spécifique, mesurable, acceptable. Pour moi, je mets le mot acceptable, d'autres vont mettre atteignable. Moi, je préfère acceptable. Ou est-ce que ça peut déranger dans ton écosystème de réussir? Donc, est-ce que ça veut dire que, clairement, quelqu'un qui est toujours deuxième, il est deuxième parce que dans sa tête, il peut avoir des blocages qui font qu'il ne sera jamais premier? Oui. Oui. Tu as connu ça t'est arrivé bien sûr, de travailler avec certains? Exactement. Ouais. C'est ça. Et les permissions psychologiques, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'imaginer que tu peux réussir? Donc une fois que tu as la permission psychologique, que tu vas associer ton identité, qui tu es, à la performance que tu vises, parce que c'est ça, il y a une dissonance. Tu as des joueurs amateurs qui basculent dans le monde professionnel, que ce soit en golf, en tennis, au football, et qui n'arrivent pas à performer parce qu'ils restent amateurs sur le terrain. Et ils sont spectateurs en plein match. L'identité n'a pas suivi. J'ai le droit d'être professionnel, au niveau permission psychologique n'est pas là, bien que le capable, donc le savoir-faire est là. Il y a une dissonance. Donc, permission, j'ai le droit de. Protection, comment je protège? Je me protège de mon écosystème parfois et je protège mes croyances limitantes sur moi, sur mon histoire. Et enfin, pouvoir. Une fois que j'ai les 2 premiers,
permission, protection, pouvoir, je peux lancer. Et donc, à défaut, le champion, À défaut, il a les trois. le champion, il a les trois. Le champion, il se donne la permission de réussir. Il se donne cette protection. Il est capable d'être ce qu'il est, même s'il n'est pas aimé. Ça aussi, c'est important. Il y a des performances qui sont abîmées par parfois la relation qu'on entretient avec l'entraîneur. On sait qu'on a une bonne ficelle, je veux dire une ficelle technique à sortir. L'entraîneur n'est pas d'accord. Bon, ben on la garde, alors qu'on pourrait être champion du monde avec ça. Mais pour garder l'estime de l'entraîneur, on va conserver ce qu'on fait. Et puis voilà. D'accord. Quel est selon toi le plus grand mythe autour du coaching mental? La volonté. La volonté. On a beaucoup d'écoles qui prônent ça, la volonté. Maintenant, la volonté ne suffit pas. Ça se saurait en fait si la volonté suffisait. C'est bien plus subtil que ça. Je vais donner un exemple de tests qui ont été faits. Si tu prends une planche en bois de 20 cm de large, tu la mets par terre, elle a une longueur de 3 mètres, et que je te dis, JC, marche dessus. Alors, JC, toi ou un autre, marche dessus, tu vas me dire, c'est facile. Maintenant, je prends cette même planche et je la mets entre 2 étages. On est sur 2 buildings. Et je te dis, tu viens de le faire en bas, par terre, c'est la même planche. Tu vas avoir 2 types de comportements. Ceux qui veulent absolument aller de l'autre côté, donc la volonté très puissante, mais qui n'inclut pas le risque, ceux-là, ils tombent. Et ceux qui se disent, dans le pire des cas, même si on est entre 2 buildings, c'est un peu une folie. Alors, c'est des exercices où tu as un filet, il y a tout ce qu'il faut, hein, tu vois. Mais se donner le droit à l'erreur, le fait de tomber peut-être, on est relâché, et là, on passe la planche, et on arrive à l'autre bout. La volonté, il faut savoir que si on a un langage interne qui est « il faut que », absolument, il faut être méfiant par rapport à ça. Le « il faut que » parfois entraîne « mais je ne peux pas ». Et c'est plus « je vais, je veux ». Ça, c'est cool. Je vais et je veux, plus que « il faut que » et la volonté. Il y a des tas de personnes, et là, on va dans une autre sphère, des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir une confiance dans un entretien où il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies la volonté. Elles veulent, mais en entretien, ça ne marche pas. La volonté, elle est là. Donc la permission, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la permission. Donc, pour moi, le plus gros mythe, c'est quand tu veux, tu peux. Il y a des tas d'artistes, de sportifs, d'athlètes qui veulent plus fort que personne, mais après, tu connais, il y a le réseau, il y a les rencontres, et donc c'est ça. La volonté est évidemment, il en faut, mais c'est pas seulement le seul vecteur. C'est pas l'unique vecteur, en fait. Il fait partie de l'équation, mais c'est pas l'unique vecteur. Qu'est-ce que les personnes que tu accompagnes et qui réussissent font et que les autres ne font pas? Elles posent des questions. La curiosité, c'est le dénominateur commun premier que j'ai observé chez les grands dirigeants, les grands sportifs et d'autres personnes, sans être dirigeants sportifs. La curiosité, c'est la capacité d'accepter de ne pas tout connaître et cette humilité à recevoir. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est ce que j'ai observé très rapidement dans mon métier, dès que j'ai démarré. C'est vraiment cette capacité-là. Curieux, tester et l'envie, la soif d'apprendre. La soif d'apprendre, ouais. Donc pour toi, clairement, la soif d'apprendre, c'est le dénominateur commun et c'est le facteur clé de succès numéro 1 dans la réussite. C'est le sel de la vie. D'accord. La soif d'apprendre. Il faut toujours, il faut, je dis qu'il ne faut pas la volonté, mais il est préférable, ouais. Il faut aimer apprendre. Si on est trop dans une zone de confort, c'est là où on sent plus la température, on n'a plus envie de sortir du bassin. Ouais. Donc non, il faut aller dans d'autres bassins. Et quelle est la première croyance à briser justement pour avancer? La première croyance à briser pour avancer, c'est celle que l'on porte. On parle de croyances, donc il y en a plusieurs, mais la première pour avancer, je dirais, c'est l'âge. C'est trop tôt ou trop tard. C'est ça en fait. C'est trop tôt ou c'est trop tard. Il faut jouer entre. Il faut arriver à. Il y a de très bons entrepreneurs, tu vois, qui ont de magnifiques idées à 14 ans. C'est jamais trop tôt. Et
et de créer des fulgurances passé 60, c'est jamais trop tard. La première chose, c'est l'âge, je pense. Pour revenir à toi, un peu à tes origines, Ok. comment tu es devenu coach mental? Moi, pendant près de 9 ans, j'ai fabriqué des médicaments pour Pfizer. Donc, tu vois, éloigné de ce que je fais. Après, j'ai un passé de sportif en karaté et ça m'a toujours animé. Le dialogue interne, le dépassement de la douleur, la gestion des émotions. Maintenant, j'ai été absorbé par toutes ces Attends, techniques. je vais te couper 30 secondes. Ouais. Dépassement de la Gestion des émotions, douleur, douleur. Ouais. gestion des émotions et des douleurs. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que moi, c'est vrai que très souvent, on me dit j'essaie, tu devrais plus t'écouter. Je disais, moi, c'est vrai que je pars toujours du principe que mon mental est plus fort que mon physique. J'ai déjà beaucoup couru, j'ai fait des triathlons, j'ai fait des semi-marathons et beaucoup de courses, alors qu'on m'avait dit il y a 25 ans que je pourrais plus marcher sous 5 ans. Et depuis quelques années, je me suis mis à faire beaucoup de sport. Et derrière, je sens que mes genoux, après 10 km, ils sont en train de lâcher. Mais j'arrive pourtant à faire des semis, à faire des triathlons. Parce que je parle toujours du principe que mon cerveau est justement plus fort que mon physique. Et puis il y a souvent la majorité des gens qui me disent non mais arrête, il faut écouter son physique et au final l'histoire elle va mal finir, etc. Tu dis quoi à tous ces gens justement qui pensent que leur physique est plus fort que leur mental et que derrière le mental ne peut pas tout? Le physique, alors déjà, une citation. Le corps a ses limites, pas l'esprit. Déjà. Bon, mais l'intérieur gouverne l'extérieur. Donc l'intérieur gouverne l'extérieur, ça veut dire que on peut arriver à des prouesses physiques grâce au mental. Donc je privilégie d'abord le mental. Le corps a ses limites, mais bien sûr, dans un certain terme, il faut surveiller, il faut faire attention. Mais il y a des surprises, et notamment en sciences et en santé. Pour citer une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alain Toledano, qui est un cancérologue. Alain, tu vois, explique que la vérité humaine est plus grande que la vérité scientifique. Ça veut dire que sur le papier, parfois, on peut être en mauvaise posture, mais qu'est-ce que tu vas faire de toi? Enfin, qu'est-ce que toi tu vas faire de cette histoire en fait? Et j'ai rencontré des malades qui se sont dit, 8 médecins qui te disent bon voilà, maintenant il va falloir se faire une raison. Et au 10e médecin, tu en as un qui rentre dans la chambre et qui te dit montrez-nous ce que vous allez faire de la maladie. Et véridique, quoi, le malade se dit bon, je vais faire mentir la bête. Donc scientifiquement, c'est perdu, mais cette personne-là, elle est là encore aujourd'hui, et franchement, elle est en très bonne forme. Elle a fait mentir la science par le mental, alors que le corps c'était la tétraplégique quasiment, tu vois, maladie Guillain-Barré. Donc c'est quelque chose où tu es cloué allongé et on te dit tu vas pas. Et pour la petite histoire, moi j'ai mon père qui a eu un accident de voiture, Guy Boulanger, à 20 ans. On lui a dit qu'il ne remarcherait pas. Et il est sorti, il a dit je remarcherai. Là, non seulement il a remarché, il a recouru, il a fait du football autant que possible et il a repris tout. Mais s'il avait écouté la science, il serait resté sur son fauteuil. Donc le corps a ses limites, oui. L'intelligence, c'est même quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, mais se poser des questions. Moi, je pratique le marathon. En marathon, je vais parler à mes genoux, je vais parler à mes chevilles. C'est bizarre, hein, mais tu as des réponses qui disent attends, là on va accélérer un peu, on va. Voilà, il y a un dialogue qui se fait comme C'est ça. marrant, Je sais pas si tu l'as ou pas. Ouais. Moi, quand je cours, c'est un ami qui m'avait parlé de ça. J'avais regardé un reportage sur Kipchoge. Tu sais, c'est le plus grand marathonien, en tout cas le plus rapide de tous les temps. Et Kipchoge qui disait je souris à la douleur. Et quand magique, moi ouais. je cours et je dépasse les 12-13 km de run, j'ai mes genoux qui me tiennent plus. Et puis là, en général, les 10-12 premiers kilomètres, je fonce. Donc je vais essayer d'abattre un maximum de kilomètres pour être le plus proche de la ligne d'arrivée, parce que je sais que de toutes les manières, ça va lâcher. à partir de 12-13, j'en peux plus. Et je sais que les autres, je vais être beaucoup plus long et tout ça. Et en général, les 12-13, je donne tout et je suis en mode. Je suis assez énervé, quoi. J'en veux et tout ça. Et à partir de 12-13, là, je commence à sourire. Et 2-3 fois, j'ai fait des semis ou des triathlons avec des amis. Et à un moment, ils savent, ils me voient sourire, ils me disent oh là là, toi, tu dois déguster là.
Ah ouais. Je dis ouais, je déguste. C'est incroyable. Mais je souris à la douleur et puis du coup, je dis pas que la douleur s'enlève. C'est quand après on pourra reparler du froid, tu sais que je fais des bains glacés Bien sûr. et tout Ouais, ça. je sais. C'est pareil, j'ai toujours, je sens toujours le froid comme tout le monde en fait. Je suis pas insensible. La différence c'est comment tu appréhendes la douleur. Et en l'occurrence, quand j'ai mal, c'est pareil, je souris à la douleur. Ouais. Et je dis à mes genoux, bon allez, accompagnement encore 1 kilomètre. Ouais, c'est bon. Allez les gars, Voilà, encore un. ouais, c'est ça. Et même si ça on parle lâche aux à un organes. moment, pareil, en plus j'ai un hernie discale, et alors celui-là il se déclenche à partir du 6-7e. Et là je dis bon allez, laisse-moi tenir, allez on va au bout, allez, on va le faire ensemble. Et parfois, et pour le coup, c'est même pas dans ma tête. Moi je suis tellement fou que je me parle à voix haute. Ok. Et parfois les gens me disent mais à qui tu parles? Ouais. Et en fait, je leur parle, je parle à mes genoux, donc c'est exactement la même chose que toi. Le sourire, c'est hyper important. Si on peut prendre un petit espace là pour le sourire. Nous avons 43 muscles sur le visage. Alors, je peux pas te les citer où ils sont. Tu vois, les commissures de lèvres, les plis aussi. Ok, mais sur les 43 muscles, le sourire en sollicite 18. Wow. 18 muscles. Et le sourire sollicite 18 muscles du visage. Sur les 43 muscles Exactement, du visage. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on sourit, que ce soit un sourire spontané ou un sourire, je dirais, forcé, le cerveau distille les hormones qui sont la sérotonine, la dopamine, des hormones de bonheur, et va baisser le niveau de cortisol. Ça, on le fait avec un test de salive avant sourire, après sourire. Il se passe des choses aujourd'hui. Wow. Ça veut dire que quand tu souris à la douleur, ton cerveau, lui, il reçoit quoi ? C'est un capteur, en fait. Il se dit, ça va. C'est du plaisir. Alors qu'il y a des turbulences. Donc, sourire, c'est une des premières choses que j'ai appris, et notamment à beaucoup de personnes. Souris quand tu as un problème. Parce que le schéma mental va être tout de suite différent. Bizarrement. Sourire. C'est contre nature. C'est un problème, tu souris pas. Mais si tu souris, la perception que tu vas avoir et que ton cerveau va avoir de ce problème va être différente. Et je pense que le sourire, tu dois sourire beaucoup alors. Ouais. En tout cas, pendant les 8 km, les 8-10 derniers kilomètres, ouais. Je fais que sourire, et plus ça va, plus je souris, quoi. Parce qu'après, plus ça va, plus j'ai mal. C'est dur. Je t'ai interrompu, mais pour revenir à toi, ouais. à ton parcours, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ta vie bascule? Tu disais que tu as fait Pfizer, ouais. Et après mais en fait, je suis passionné par les sports de combat, évidemment. Donc, sport de combat, tout ce qui est le budo, le rapport à soi, je disais le déplacement de soi, la douleur, la gestion de la douleur, la gestion, le dialogue interne, aller chercher toujours plus loin. Donc ça, moi, alors que j'étais encore chez Pfizer, si tu veux, j'ai travaillé beaucoup sur des techniques de préparation mentale, de développement personnel. D'abord pour moi, j'ai fait beaucoup de formations pour moi. Et ce que je faisais passionnait les copains. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir tiens, j'ai un pote qui peut avoir besoin de toi dans sa vie, sur ce sujet-là et tout. Donc j'ai démarré par le particulier avant d'arriver dans le monde de l'entreprise et de la santé et du sport. Mais le déclic s'est fait face à une personne où elle n'est pas en forme et j'ai rien en magasin quasiment, mais j'ai une phrase qui me vient, qui est « Regretter le passé, c'est comme courir après le vent, on ne le rattrape jamais ». Et là, il y a eu un déclic. Et cette phrase, une semaine plus tard, je retourne voir cette personne. Et cette phrase, elle est encadrée dans sa maison. Je passe devant. Et là, il se passe quelque chose dans ma tête, en fait. Il y a un pchit, tu vois, où je me dis, waouh, le pouvoir des mots. Si cette personne a encadré ça, ça veut dire qu'en quelques mots, syllabes, consonnes, il y a un truc qui est passé. C'est ça que je veux faire. Je suis rentré chez moi. Et puis après, l'histoire, c'est je pose un congé sabbatique et je reviens pas. Voilà, l'histoire s'est faite comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé déjà en prononçant ces mots le jour J, mais en les revoyant après. Et je suis passionné de citations. Les mots, c'est de la nourriture mentale. Ce sont de la nourriture mentale. Et d'où te vient cette obsession justement pour la performance mentale? L'obsession de la performance mentale, c'est jouer. Moi, je suis un joueur, je suis un compétiteur. Déjà, je suis un compétiteur. Donc, j'ai cette capacité lorsque l'on me dit c'est pas possible, j'aime bien faire mentir la morale sociale. J'aime bien faire mentir la morale sociale. Ça, c'est
c'est le courant nietzschéen, tu vois. Voilà, un esprit libre. Un esprit libre, c'est quelqu'un qui ne boit pas au compte-gouttes la morale sociale, qui la pose et qui se dit, ok, peut-être, mais peut-être pas. On va rester sur Nietzsche, la douleur. Yes. Quelle est la plus grande leçon que tu aies appris Ouais. dans la douleur? La plus grande leçon que j'ai appris dans la douleur, c'est que la douleur, c'est une perception. On parle de douleur mentale ou autre, mais dans le physique, c'est la même chose en fait, en vrai. La douleur est une information. La douleur est une information. Voilà, la douleur est une information. Et tu fais des tests assez faciles. Hein. C'était un test où tu te lèves, tu tends ton bras, tu tournes au maximum, le maximum, les yeux ouverts au départ, et tu vas t'arrêter à un moment donné parce que tu vas avoir une douleur dans ton dos qui te dit stop, tu vas te faire mal. Tu reviens devant l'index comme ça, tu fermes les yeux, tu refais la même chose, et là tu as 1 mètre, parfois 50 cm à 1 mètre de différence où tu vas plus loin les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que tu as chanté. Tes yeux ne voient plus jusqu'où tu vas, et donc tu vas beaucoup plus loin. Ça, c'est un exercice que je fais beaucoup en séminaire. C'est bluffant. En fait, tu vas largement plus loin que les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cerveau ne t'envoie plus la douleur. Il n'y a plus de capteurs. Et après, dans la vraie vie, c'est de la philo-stoïcienne aussi. On fait un peu de Nietzsche, mais on va parler de stoïcisme. Un événement n'a de sens que celui que tu lui donnes. Il est ni bon ni mauvais. Alors tout est relatif, mais la plupart des choses, ni bon ni mauvais, c'est la pensée qui décide. Ça, c'est mon premier jouet que j'ai. C'est-à-dire, ok, quelque chose arrive. Quand quelque chose arrive, la première chose, c'est comment je le regarde. Quelle est l'histoire que je me raconte. Et après, tu as des choses formidables sur des questionnements. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi-même ? En quoi ce que je vis là, ça va me servir plus tard ? Tu vas tirer un avantage à ce qui arrive. Tu as dû jouer avec ça aussi souvent. Mickaël, si tu devais parler au Mickaël de 15 ans, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais, la vie est un jeu, amuse-toi, et tout n'est que temporaire. La vie est temporaire, donc tout ce qui est à l'intérieur de cette vie, par défaut, est temporaire. Joue, souris, grandis, teste, et sois curieux, reste curieux. Tu sais, on dit, un adulte heureux, c'est un enfant intérieur qui a été sauvé. C'est ça le message que je leur ai dit, reste avec moi. Intéressant. Souvent, tu sais, on voit des sportifs, mais ça peut être des sportifs, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des commerciaux, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise, des personnes qui sont paralysées par l'enjeu. Et souvent, tu sais, on voit des entraîneurs de foot, ou peu importe, des coachs qui vont te dire arrête de penser à l'enjeu, amuse-toi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Trop d'enjeux, tue l'enjeu. Et tue le jeu même. Ouais, c'est plus. Moi, j'ai une formule qui est celle-ci. Hein. C'est plus de jeu que d'enjeu. Le jeu te libère. Par le jeu, lorsque l'on joue enfant, on prend du plaisir, on est relâché. Tu vois, tu prends des enfants même qui jouent à des jeux vidéo, ils perdent, ils remettent une partie, alors que nous adultes, on va bloquer. Sur l'enjeu, ouais, bien sûr, plus de jeu que d'enjeu. Et j'ai un mantra là-dessus qui vient du karaté. Tu as 20 règles en fait en karaté martial, qu'on appelle des kyokun. Et le premier, il y a un ordre, mais c'est peut-être pas le premier, en tout cas il est dedans. Ne pas penser perdre, ne pas penser gagner. Et moi j'ajoute juste faire le job. Quand tu fais ça, les pensées parasites de l'enjeu disparaissent. C'est-à-dire que quand tu es dans un match, ou peu importe, tu vois, une négo ou un rendez-vous avec un prospect, l'enjeu, c'est si tu penses à l'enjeu, ça veut dire que tu quittes le présent. T'es pas là, t'es dans l'avenir. Est-ce que je vais signer ? Est-ce que je ne vais pas signer ? Est-ce que je vais remporter mon match ? Donc, tu dois gérer quelque chose à l'instant T, à la seconde, mais ton esprit est dans le futur. Tu peux pas gérer. Et donc, la première faculté, à mon sens, c'est comme ça que j'approche, enfin, c'est mon approche pour les sportifs, et sur des championnats du monde, comme des championnats régionaux, peu importe, on débranche. Et même des sports de combat, tu vois, on pourrait se dire, non mais
Moi, je veux gagner. Oui, c'est bien, mais à un moment donné, si tu veux gagner trop et que tu es dans les cordes, il se peut que tu aies une voix qui te dise on va pas le faire. Alors que si tu enlèves, on appelle ça ôter le pouvoir au résultat, bah, tu es capable de retrouver de l'énergie. Donc, plus de jeu que d'enjeu, partout. Tout à l'heure, tu parlais de... J'aime bien, la douleur est une information. Ouais. J'ai un ami qui est ultra-marathonien, qui fait des ultras très régulièrement, Ok. et des Ironman et tout ça. Et lui, il me dit toujours pareil. La douleur, c'est une information. À la fin, même quand c'est dur, etc. et tout, je le prends comme un élément. Et un élément que j'apprivoise progressivement. Et plus la douleur est là, et plus je l'apprivoise. Donc j'aimais bien lorsque tu parlais de ça. Maintenant, pour revenir aux personnes que tu accompagnes, Ouais. dirigeants, athlètes, artistes, autres, quel est le dénominateur commun de ces personnes lorsqu'ils t'appellent? Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Pourquoi est-ce qu'ils font appel à toi? S'il y avait un dénominateur commun, il y en a un. Après, les sujets sont vraiment divers. C'est passer un cap. Passer un cap. Soit un cap positif, aller plus loin, tu vois, en termes de développement, et craquer les codes pour embarquer les équipes. Soit c'est un cap qui est difficile à passer. Et donc, moi, je vais déjà poser une première question qui va être quelles ont été les tentatives de solution jusque-là? Et on va faire autre chose. C'est vraiment ça, en fait. Il y a des fois, tu reçois un appel en mode pompier, et puis il y a des fois aussi, ça va bien, mais ils sont curieux de savoir ce que je fais. Tu vois, c'est cette phrase qui dit « pas besoin d'avoir mal pour se préoccuper d'aller bien ». Intéressant. Tu vois, pas besoin d'avoir mal Ouais. pour se préoccuper d'aller bien. Ça veut dire que ta boîte, elle tourne, ou tu es un sportif qui cartonne, mais tiens, j'anticipe demain. Ouais, je vois. Je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, je prends pas mal de compléments alimentaires. Ouais. Et régulièrement, j'ai des amis qui viennent me voir et qui me disent oh là là, mais qu'est-ce que tu fais avec ces compléments alimentaires? Ou même quand j'en prends au bureau, ou même entre deux interviews et tout ça, j'ai toujours mes compléments. Et il y en a qui me disent mais pourquoi ça va pas? T'as des problèmes? Je dis bah non. Ils disent, mais alors pourquoi tu les prends? C'est bon ça. Je leur dis je prends les compléments pour éviter, en fait, comment dire, je prends ces compléments pour aller toujours bien. Ouais. Et pour durer encore plus. Parce que régulièrement, je me fais des prises de sang pour voir mon état de santé, parce que bon, j'ai plus de thyroïde, donc j'ai besoin de le faire régulièrement. Puis je regarde tous les indicateurs, et quand j'ai des carences, je vais prendre les bons compléments alimentaires pour améliorer ces carences-là. Je dis, oui, mais si tu vas bien. Je dis, oui, mais je ne vais pas attendre d'aller mal. C'est du préventif. Je dis, après, c'est psychologiquement pas évident pour les gens de comprendre le préventif. Mais c'est vrai que, du coup, je vais rarement chez le médecin parce que j'ai un problème. Je vais plus chez le médecin ou chez des professeurs pour éviter d'avoir des problèmes. Et c'est comme chez l'ostéopathe. J'y vais, sur 4 fois où j'y vais, il y a une fois où j'ai mal. Et les 3 fois, j'ai pas mal. Ouais. Et quand je vais dire aux gens autour de moi, je vais chez l'ostéo, ils me disent, t'as mal où? Je dis, mais nulle part. Mais alors pourquoi tu vas le voir? Parce que je fais pas mal de sport et justement pour ne pas avoir mal. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai que c'est une philosophie pour moi de performance. De dire, c'est comme un champion du monde de foot ou de tennis, quoi que ce soit. Il va en permanence essayer de s'améliorer parce que son combat, il n'est pas entre lui et les autres à un moment, mais il est entre lui et lui-même. Et comment je peux durer? Et comment je peux être encore meilleur dans le sport que je fais? Et c'est vrai que c'est un peu la logique de ce que tu dis. Je ne veux pas attendre d'avoir mal pour me soigner. Donc je me soigne entre guillemets avec de la prévention, ce que je fais au niveau sport, au niveau des compléments, au niveau mental, pour... d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus, personnellement j'ai pas de problème. Et d'ailleurs depuis quelques semaines, quelques mois, je vois régulièrement des personnes, des entrepreneurs hyper performants, et les plus performants, ça c'est une nouveauté que j'ai découvert récemment,
ils n'ont pas un coach, ils ont des coachs. Ils vont avoir un coach en ego, ils vont avoir un coach de sport, ils vont avoir un coach mental, ils vont parfois avoir même 2 coachs mentaux. Parfois, ils vont avoir une psy ou un psy. Et vraiment, en fait, ils vont avoir une équipe autour d'eux. Sur l'écosystème, ouais. Un écosystème pour être encore plus performant. Là où... Et moi, au début, je me suis dit, mais attends, mais t'es déjà un tueur. Tu réussis dans le sport, tu réussis... pourquoi tout ça? Et j'ai dit, est-ce que c'est ça qui t'a permis d'en être là? Non. Mais alors, pourquoi aujourd'hui tu fais ça? Parce que je veux encore m'améliorer, je veux encore apprendre, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est la curiosité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la curiosité que nous évoquions tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est le lien, tu vois, qui relie ces personnes. Et tu parlais du triathlon, du semi-marathon. Est-ce que tu bois toujours quand tu as soif? T'attends pas d'avoir soif. Ouais. Tu sais que tous les 5 km, il faut prendre tes 3 gorgées pour tenir. Si on attend d'avoir soif, on ne termine pas le marathon, le semi-marathon. C'est la même chose. En fait, on va s'hydrater, même si on n'a pas soif, parce qu'il faut s'hydrater. Il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas louper de le ravitaillement. Si tu loupes le ravitaillement, même si tu n'as pas besoin, il faut prendre ton carré de chocolat ou ta petite banane ou ton petit truc qui va... Et c'est la même chose. Je vais revenir sur un élément qui en ce moment défraye assez la chronique sur les réseaux et qui, moi, m'interloque, c'est les routines. Ça fait des années que les gens parlent de routine. Et sur les réseaux, on voit ma routine, c'est ci, ma routine, c'est là. Et moi-même, j'ai beaucoup de routines et je trouve ça extraordinairement bien. Et puis l'année dernière, j'ai fait un podcast, j'ai parlé de mes routines. Et tout le monde dit, les routines, c'est quoi? C'est un Superman, c'est n'importe quoi, c'est un mytho parce que le matin, il se lève à 5h, il fait du sport pendant 1 heure, il prend une douche glacée, il médite, après il fait ça, Bon, moi je fais ça depuis 10 ans et les routines me vont bien. Je pense que la majorité des grands sportifs, des grands champions ont justement leur routine. Je crois beaucoup dans le pouvoir de la discipline personnelle qu'on se met et des routines. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois, je vois même des super entrepreneurs que je ne vais pas citer, que j'ai déjà cité par ailleurs, certains que je trouve très inspirants, qui justement vont critiquer les routines en disant non mais c'est nul, ça sert à rien les routines, etc. Donc je ne suis pas forcément en faveur de ça, au contraire, je suis même assez contre. Quel est ton avis justement sur le pouvoir des routines? Et toi-même, est-ce que tu as des routines? La routine, elle doit être personnelle. Parce que ce qui marche pour une personne peut en casser une autre. Ça, c'est la première chose. On l'a évoqué peut-être une fois ensemble, ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est, tu vois, tu as des personnes qui vont acheter un bouquin pour devenir comme, se lever à 4, courir, à jeun ou pas. Mais en fait, ce qui marche pour lui peut en abîmer d'autres. Donc, la première chose, c'est tester plusieurs routines. Mais ne pas prendre une routine pour vrai ou vérité absolue, parce qu'on n'est pas fait de la même chair, du même ADN, on n'a pas la même histoire, le corps n'a pas la même histoire. Donc, d'abord, être curieux sur ce qui fonctionne chez les autres et y aller par parcimonie au départ. Moi, la routine, c'est déjà au réveil, c'est le sourire, pour les raisons qu'on évoque, le sourire, et puis après le sport. Routine, sourire, sport. Et ça se prépare même pas que le matin, la routine. En fait, le soir, tu peux visualiser ta journée de demain. Ce qui fait que l'inconscient dans la nuit va travailler, va réfléchir. Tu vois, pendant que toi, tu es en off, lui, tous les rendez-vous que tu vas avoir, il va les traiter d'une certaine manière. Et le matin, tu peux visualiser que ça se passe bien, mais aussi que ça ne se passe pas forcément bien pour avoir un plan B. Et ça, c'est démontré aussi. C'est démontrer que c'est bien de visualiser le succès, c'est bien aussi d'avoir et de ressentir ce qui peut arriver en cas d'un plan qui ne se déroule pas. Parce que tu auras un sentiment de déjà vu quand ça vient. Pas que, tu vois, la méthode Coué, je visualise que du plaisir et tout. Avec les sportifs, on visualise des coups durs avant. Parce que s'ils en ont et que ça arrive, le cerveau fait, on l'a déjà vu ça. Donc ça va, je gère. On a une fiche réflexe. Moi, je me fais toujours ça, quasiment sur tout. Okay. Je me fais mon best case et mon worst case. C'est bon, ouais. Et voire même, parfois, je vais jusqu'à mon very worst case. C'est-à-dire,
le cas le plus catastrophique. Et je me dis, si jamais ça réussit, bah voilà, et je me dis, je vais réussir. Et donc, je me visualise ma réussite en me disant, je pense à quoi si je réussis et je serai comment, et je me visualise en train de réussir. Et je me dis, bon, maintenant, prenons le cas où ça marche pas. Ce que je fais, ça marche pas, ce que j'ai envie de faire et tout ça. Ouais. Bon, ok. Et là, je me dis, prenons le cas où je fais une énorme bourde. Voilà. Et je t'avoue souvent, c'est marrant, c'est peut-être maso, mais je regarde et je suis très attiré par les échecs des plus grands de ce monde. Par exemple, tu sais, quand Biden, je ne sais pas si tu as vu, quelques semaines avant la fin de son mandat, il reçoit Zelensky et il appelle Poutine. Et il dit, voilà, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Poutine. Et puis il dit, non, désolé, Zelensky. Okay. Et je me le suis regardé en boucle 20 fois. D'abord, 10 fois parce que ça m'a vraiment fait marrer. Ouais. Vraiment, et j'ai ri. Et moi, j'ai un sacré comique de répétition. Quand un truc me plaît, je peux le regarder 20 fois, 50 fois, et me marrer 20 fois, 50 fois. Et puis 10 fois, je l'ai regardé en me disant, tu vois, il l'a fait. Même lui, qui est président des États-Unis, il est capable de faire des conneries. Bon, depuis 2-3 mois, on voit qu'il y en a un qui enchaîne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je me dis parfois, je vois des sportifs, des entrepreneurs, et le fait de les voir échouer sur des détails parfois, ça me permet de me dire, bon, il échoue, c'est pas très grave, il a quand même rebondi, et malgré les échecs, on peut rebondir. Ouais. Et moi, ça me permet de relativiser mes échecs, parce que je fais régulièrement des échecs, quotidiennement, j'échoue sur des projets, sur différentes choses. Et en fait, ça me permet de me relativiser en me disant, bon, lui aussi, il a échoué. Quand j'entends Jack Ma, qui a, je crois, candidaté 10 fois ou 20 fois à McDonald's avant de réussir, quand je vois J.K. Rowling, qui était dans la rue avant de faire Harry Potter, et tous les grands sportifs, quand on entend parfois, je sais plus, c'était Michael Jordan, je sais plus le nombre, mais qui a raté, un jour il te dit, j'ai raté genre 1250 paniers décisifs en fin de match. Waouh. Ouais. Bah, tu as l'interview de Federer. Enfin, l'interview, c'est pas une interview, c'est prise de parole dans une université où il explique sur sa carrière, il a remporté seulement... Enfin non, il a perdu, 54% des points. C'est-à-dire qu'il a plus d'échecs que de réussites sur les points, sur les balles. Alors 82% je crois de matchs gagnés, mais 54% de points perdus. 54%, numéro 1 mondial. Wow. Tu vois, c'est intéressant pour moi sur la logique de jamais lâcher, d'être stratégique et de se dire on peut. Moi je suis toujours dans l'âme en mode je veux gagner, mais je me dis toujours quand même, bon, au cas où, si jamais je fail, c'est quoi mon worst case est vraiment le pire en fait. Il faut être à l'aise avec ça. Il faut le préparer comme tu le dis en fait. Les deux questions, c'est quels sont les risques et la plus importante, et ça c'est un dénominateur commun aux entrepreneurs que j'accompagne, et sportifs aussi, dans le pire des cas, comment je m'en sors. Si tu as une réponse à celle-ci, d'un seul coup, tu le frein tu lâches le frein. Parce que tu sais faire. Et c'est la plus importante. Dans le pire des cas, comment je m'en sors. Le cerveau a besoin de cette réponse. Est-ce que selon toi, il existe une méthode universelle pour renforcer son mental ? C'est plus qu'une méthode. C'est de la discipline et de la constance. Pour renforcer le mental, il faut devenir son meilleur ami. C'est-à-dire, le plus important, c'est le dialogue interne. La linguistique, les mots que tu utilises, les schémas de pensée, tu sais. Enfin, j'aime bien cette chose-là. C'est plus qu'une chose, c'est une citation, mais c'est « Surveille tes pensées, elles deviennent tes paroles. Surveille tes paroles, elles deviennent tes actions. Surveille tes actions, elles deviennent tes habitudes. Et surveille tes habitudes, elles deviennent ta personnalité. » Tout part de la pensée. Le jeu commence avec la pensée. Sur quelle intonation je me parle ? Avec quel type de mots ? Est-ce que j'ai plutôt un vocabulaire qui est évitement de la douleur
ou recherche du gain. Ça, c'est beaucoup étudié, tu vois, chez les entrepreneurs et les sportifs. Est-ce que tu gagnes ? Ça m'a beaucoup été utile dans le passé en sport. Est-ce que tu gagnes par peur de perdre ou par envie de gagner ? J'ai découvert que la meilleure des méthodes, c'est ni l'une ni l'autre. C'est faire le vide et laisser les réflexes de pensée, mais du corps pour le sport, parler pour toi. Donc ça, c'est super important. La linguistique. Comment je me parle, comment je parle. Le sens des stoïciens. Un événement n'a de sens que celui que je lui donne. Comment je vais parler de ce qui m'arrive à moi-même. La manière dont je me raconte l'histoire devient l'histoire. Intéressant. Comment je m'en parle à moi-même et aux autres. Ouais. Tu penses quoi de ce que je dis souvent ? Tu crées ce que tu crains. J'achète. Ouais, j'achète. Tu crées ce que tu crains. C'est en philosophie, ça rejoint nous attirons ce que nous craignons. C'est Socrate. Ça. Déjà parce qu'aujourd'hui, on peut expliquer un petit peu le fait que l'inconscient n'entende pas la négation. C'est maintenant, ça commence à être connu, mais très peu, par très peu de personnes. L'inconscient ne reconnaît pas la négation. Donc, si tu te dis, il ne faut pas que je m'énerve en réunion, tu vas ressortir et tu vas te dire, je l'avais dit. Ouais. Il faut pas. Tu as une couche de verglas pour aller jusqu'à ta voiture, il ne faut pas que je tombe. Tu vois, c'est ce fameux, les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent faire cette petite expérience. À vous qui nous écoutez, surtout, ne pensez pas à un éléphant avec une casquette rouge. Pour ne pas y penser, c'est cuit, quoi. Donc imagine, voilà, il pleut, tu prends ta voiture, il faut pas que je glisse. Tous, et puis on l'apprend ça, moi je fais beaucoup de moto, c'est la première chose qu'on apprend en moto, c'est le regard. Où est-ce que tu veux aller ? Et les premières fois que tu prends une moto, quand tu fais le slalom entre les piquets, tu veux pas aller dans le mur, donc tu regardes le mur pour ne pas y aller, mais c'est comme ça que tu y vas, et tu fais un peu de bruit avec ça, alors qu'en fait c'est contre-intuitif. Tu dois regarder, le regard toujours, tu dois regarder, là tu vas... C'est très bizarre, parce qu'il y a une partie de toi qui fait non, le danger, on se rapproche du danger. Oui, mais c'est là-bas que je veux aller. Donc, le dialogue interne et le regard sur la vie, par métaphore. Où est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est comme en ski, c'est pareil là-dessus. Pareil. Ou sur le ping-pong, par exemple, c'est marrant. Moi, je joue un peu au ping-pong, mais en mode vraiment occasionnellement, quand je vais dans des clubs de vacances, des trucs comme ça. J'ai compris très jeune que j'étais nul en ping-pong et que je ferais jamais carrière là-dedans. Par contre, je perds rarement au ping-pong parce que j'ai une méthode qui est quasi infaillible pour gagner. Okay. Dans tous les clubs où je vais, vraiment, très souvent, je gagne au ping-pong. Tu sais ce que c'est ? C'est juste, mon objectif, c'est de renvoyer la balle derrière le filet. Ouais. C'est tout. Et je cherche pas à gagner des points. C'est ça. Et en fait, au ping-pong, c'est un truc de dingue. J'ai compris ça quand j'avais 14-15 ans, que chez mes parents, il y avait une table de ping-pong. Et j'ai compris que moi-même, à l'époque, je m'énervais. Et d'ailleurs, je suis sanguin, je m'énerve souvent sur beaucoup de choses. Mais au ping-pong, j'ai une capacité. Mes services sont pas très bons. Mes points, j'ai aucun style. Vraiment, juste, j'ai compris qu'il fallait renvoyer. Ouais. Et peu importe. Et le ping-pong, c'est vraiment un jeu où celui qui est en face, il va essayer de marquer des points. Si toi, ton objectif, c'est juste de renvoyer la balle de l'autre côté du filet, tu es sûr que l'autre, c'est obligé parce qu'il va être offensif. Juste en étant défensif, moi. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais faire qu'une chose, je ne sais faire qu'un coup, c'est de renvoyer. Et l'autre, il va essayer de faire des super services. Mettons qu'il rate le premier, il va s'énerver. Le deuxième, s'il le rate, il va être très très énervé. Ah oui, et puis j'ai aussi une autre technique, c'est chambrer. Ah. Alors, c'est-à-dire qu'au début, je renvoie, et quand l'autre commence, si je connais très bien ou peu la personne, je vais chambrer différemment. Mais un petit coup de chambre. Et en fait, je crois que dans ma vie, pas tous, parfois je suis tombé sur des gens qui jouent en club, qui sont des super... voilà, donc évidemment, ils vont gagner. Mais je pense que dans ma vie, j'ai peut-être fait 1000 matchs de ping-pong ou 1500 matchs de ping-pong dans ma vie. Et j'en ai gagné plus de 80, voire 90%, juste en comprenant que j'ai envoyé la balle. Et en fait, pourquoi ? Parce que je me dis, en voulant, la table elle est toute petite, et donc sur le service, tu peux le rater, tu peux faire un lift, tu peux la mettre dans le filet, la mettre à côté. Et en fait, c'est dingue parce que l'esprit de
90% des gens que j'ai rencontrés, tout de suite, ils se sont énervés, ils ont essayé de se reprendre, ils ont lâché. Ouais, lâche pas, juste je veux. Et comme en plus ils voient en face d'eux quelqu'un qui est pas très bon, le fait, voire mauvais, le fait de se dire je suis en train de perdre des points contre quelqu'un qui est vraiment mauvais, voire nul, ça ajoute un élément négatif. J'essaie de le faire au tennis, les cours sont trop longs, c'est beaucoup plus de technique. J'y suis pas arrivé sauf une ou deux fois, mais j'arrive pas à tenir un match entier. Mais au ping-pong, sur 21 points, voire parfois sur 11 quand c'est des petits tournois amicaux, tu vas le voir et tu peux le faire. Et c'est vraiment intéressant de rentrer dans le cerveau de la personne et de se dire... l'autre va vouloir être hyper offensif, il va pas comprendre et du coup son énervement va jouer contre lui et du coup il va perdre parce que tout ce qui va se passer dans sa tête va en faire du coup ou son meilleur ennemi en fait il se bat pas contre moi, il se bat contre lui-même et il perd. Et puis c'est surtout si tu as cette pensée en plus, s'ils ont cette pensée qui est il ne faut pas que je perde, avec ce qu'on a dit juste précédemment, c'est-à-dire que l'inconscient n'entend pas la négation, je vais créer ce que je crains, derrière le virus il est intrinsèque, tu vois. Mais c'est cette formule aussi qui est applicable dans plein de choses. C'est-à-dire que toi, tu joues le point. Tu joues le point. Et donc, eux jouent le match. Toi, tu joues le point. C'est pas pareil. Si tu devais transmettre, Michael, un seul outil simple, rapide, efficace et puissant, ce serait lequel? S'il y en avait un seul. Un outil, le seul outil... C'est plus une méthode, un schéma de pensée qui est une suite logique. C'est devant une situation, on peut le faire avec une feuille, j'écris la situation, ce qui arrive. En 2, le sens que je lui donne. En 3, les émotions que ça génère chez moi. Et en 4, le comportement qui est lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 bouquins qui existent sur le développement personnel et la gestion des émotions. C'est super la gestion des émotions. Mais si tu peux éviter d'éteindre le feu avant, les émotions pour moi c'est le feu. Alors, c'est le dosage qui fait le poison, donc on a besoin d'émotions. Mais simplement, avant de gérer les émotions, tu vois, dans cette équation, la situation, le sens, les émotions, le comportement adapté ou inadapté, il y a le sens. Et le sens, c'est lui. C'est lui qui va soit être un adoucisseur, soit un accélérateur émotionnel. Donc la première chose à se dire lorsqu'on est dans l'inconfort, c'est quel est le sens que je donne à ce qui se passe. C'est ça, situation, sens, émotion, comportement adapté ou inadapté. Tu vois, c'est pas un outil vraiment... Enfin, c'est de la philosophie stoïcienne, hein, c'est quel est le sens que je donne. Parce que si je suis dans un état d'esprit, c'est lié au sens que je donne à ce qui se passe. Ce qui arrive ne me connaît pas. Je ne suis pas cible, je suis pas visé. Et c'est... j'aime bien, c'est Viktor Frankl qui était un psychiatre et neurologue autrichien qui disait entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Et à toi de le remplir, en fait. Quand la vie te met au défi, la réponse, c'est toi. Et ça, c'est quand tu le digères un peu, que tu l'intègres. Quand la vie te met au défi, la réponse, c'est toi. Mais ça commence par quelle histoire je me raconte de ce qui arrive. Donc, pour moi, c'est le sens. Tu vois, c'est quel sens je donne, quelles émotions ça génère chez moi, quel comportement j'ai, adapté ou inadapté. Inadapté, ok, je reprends. Je change le sens, ça va générer des émotions différentes, et ça va me tracter vers peut-être un comportement beaucoup plus adapté que ce qui est en train de se produire. C'est la base de tout, c'est ça. Linguistique. Avec quelle manière je me raconte l'histoire. Je reviens sur ça. C'est un outil, c'est ça. Et après, il y a plein de choses. Hein. Les croyances, ce que je crois de moi-même, de mon âge. Surveiller les généralisations. Ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est ça? Les croyances limitantes, ouais, qui sont déguisées. Mais alors maintenant, on a des petites astuces pour les reconnaître. Parce qu'on en parle beaucoup. C'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes, ce sont des croyances qui vont t'interdire d'aller mieux ou d'essayer. Donc, Exemple, je crois que j'ai jamais de chance. Ouais. Des personnes qui, tu vois, je crois que je n'ai jamais de chance. Ok, donc ça, c'est une croyance qui est plus que limitante parce que tu as déjà perdu avant de te lever. Comment tu fais?
Ce que je crois, c'est que j'ai jamais de chance. Par exemple, je te fais la boucle. Ce que je crois va influencer ce que je pense, qui va influencer ce que je ressens, qui va influencer ce que je fais, qui va renforcer ce que je crois. Donc, je crois que j'ai pas de chance. Ce que je pense, c'est que ça sert à rien d'essayer. Mais bon, tu le fais quand même. Donc, tu le fais en partant avec une faiblesse. Donc, tu le fais, ça marche pas bien. Tu renforces le fait que tu avais raison de croire que tu n'avais pas de chance. Et ça, c'est vertueux ou vicieux. Là, en l'occurrence, c'est vicieux. Et ça peut durer très longtemps. L'idée, en coaching notamment, c'est de casser le schéma. Donc, déjà, on va repérer dans tes croyances où est-ce qu'elles sont déguisées. Donc là, on part d'un principe simple, c'est on surveille dans ta linguistique les généralisations. Chaque fois, quand tu parles, chaque fois, tout le monde, jamais, toujours, souvent, derrière. Si c'est je réussis toujours du premier coup, on ne va pas y toucher. Mais si tu as à chaque fois, ça c'est un exercice que je fais beaucoup en séminaire, et vous posez-vous la question à vous, c'est je fais un petit silence et je dis qu'est-ce qui vous vient à l'esprit après chaque fois, de toute façon c'est chaque fois, ou c'est toujours pareil quand c'est jamais ton cerveau, il t'alimente, il vient, il remplit le vide. Donc, première chose, généralisation. Qu'est-ce qui se cache derrière chaque fois, toujours, jamais, personne, tout le monde, dans mon vocabulaire. Ok. Deuxièmement, une fois que je les ai, 3 manières de casser, à quel pourcentage je le crois? J'ai jamais eu 100% en 19 ans d'activité. Jamais. Au max, j'ai eu 98%. Il y a des personnes qui pensent j'ai jamais de chance, j'y arriverai jamais. 98%. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent moi je suis nul en maths, moi je suis nul en marketing, clairement je suis nul. Tu déconstruis. La première chose, c'est à combien de pourcentage tu le crois? Donc 98%, ok, c'est cool. Alors ils me disent c'est cool, 98%. Ouais, parce que il y a 2% de toi qui pensent l'inverse. C'est toi qui me le dis. Donc on va arroser ces 2%. Et puis tu sais quoi, on se fait pas mal, on a 0,5% pour la semaine prochaine en plus. Et puis on rajoute 5% en fin de semaine, t'en as 3. Et t'es plus qu'à 97. On démarre comme ça. Deuxièmement, à quel moment l'inverse s'est déjà produit? On va chercher un contre-exemple que tu as vécu. Ah ouais, c'est vrai que... Ah bah ouais, tiens, une fois, je suis le seul à être sorti juste à temps, je sais pas, d'un escalator qui s'est bloqué. Bon, donc ça tient plus en fait. On va faire vaciller cette croyance. À quel moment l'inverse s'est déjà produit? Et la troisième, on n'est pas obligé d'avoir une réponse sur la troisième, mais elle est subtile. Qui te l'a dit? Qui t'a dit que tu n'avais pas de chance? Qui t'a dit que tu étais nul en maths? Qui t'a dit que le marketing, c'était pas toi? Je fais un petit silence et puis parfois, y a une voix qui arrive. Je fais, putain, c'est pas moi, quoi. En fait, c'est pas moi. Ouais. En fait, c'est pas moi, c'est mon oncle, ma tante, ma mère, tu sais pas. Un voisin, un prof de sport qui t'a dit, toi, de toute façon, t'es pas fait pour ça. Ou t'as jamais de chance. Qui me l'a dit? Une fois que tu as le visage qui vient devant toi, la deuxième question, parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça, c'est cette personne peut-elle se tromper ou s'est-elle déjà trompée? Ta réponse fondamentalement, elle est oui. Personne n'est parfait. Donc tu vois, 3 manières de faire sauter un verrou croyance limitante. 1. À quel pourcentage je le crois? 2. À quel moment l'inverse s'est produit dans ma vie? 3. Qui me l'a dit? Et si j'ai un nom, cette personne peut-elle se tromper ou s'est-elle déjà trompée? Et là, la croyance, elle commence à être un peu moins stable. Et puis après, on enchaîne, on va re-remplir la boucle. Ce que je crois finalement, c'est que je peux avoir ma chance. Donc, ce que je pense, ça veut dire que je peux aller au-delà de ce que j'imagine. Donc ce que je fais, c'est que je me donne beaucoup plus de pertinence d'entraînement. Les résultats sont meilleurs et je renforce le fait que finalement j'ai le droit et je crois que je peux avoir de la chance. Voilà, ça c'est un exemple, tu vois, simple. C'est ça. Est-ce que c'est quasiment une grande partie de ton rôle aujourd'hui justement de casser ces croyances limitantes justement pour pour libérer le potentiel des gens qui travaillent avec toi? Mon rôle, c'est de les entendre. D'abord de les entendre. Ouais, et de les découvrir derrière des gestes aussi. Tu vois, des gestes idéomoteurs. Quand on discute, tu as des petits gestes qui sont des mouvements inconscients. Ou sur ce sujet-là, par exemple, tu vois, un petit mouvement d'épaule. Sur ce sujet-là, je sais pas si... je fais une capture. Maintenant là, avec ce que tu me dis, je vais plus oser bouger là, je vais plus oser parler, je vais plus oser cligner des yeux. Là, je vais être un robot là pendant les 10 prochaines minutes. Tu vois, tu as des croyances qui sont invisibles,
Mais tu vas dire, ça veut dire quoi ça? Et puis là, quand je fais... Ah ouais, c'est vrai, en fait, quand je fais ça, c'est parce que j'y crois pas vraiment. Ouais, je l'ai vu, il y a eu ça. Alors pourquoi? Qui vous l'a dit? Boum, et on rentre. Il y a pas toujours, c'est pas toujours un sujet, les croyances limitantes, mais c'est la première chose que je vais regarder. Tiens, tu dis regarder. Ouais. Le regard, est-ce que c'est aussi... parfois on dit, lui il a le regard fuyant, lui te regarde pas dans les yeux, Ouais. lui quand tu te dis bonjour, est-ce que ce sont des éléments qui sont à prendre en compte aussi dans les clés de posture. succès, dans la posture? Ah, c'est sûr, ouais, le eyes contact. Le eyes contact, c'est la capacité de... en fait, quand tu regardes une personne, si tu la regardes bien dans les yeux, tu es en interaction et tes neurones miroirs vont te donner, pas exactement, mais en fait, elles peuvent te donner beaucoup de lecture sur les émotions de la personne en face de moi, l'importance de ce qu'elle est en train de me dire. Les yeux vont écouter aussi. C'est bizarre, mais la voix, en fait, je vais être beaucoup plus sensible à ta voix si je regarde le battement de tes paupières. Puis après, il y a d'autres techniques avec les yeux. Les yeux sont reliés au schéma nerveux. Donc, tu as des personnes qui rencontrent des turbulences qui vont cligner beaucoup des yeux au moment où elles rencontrent des turbulences. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fuyantes, c'est qu'il y a un bug. Les yeux, c'est vraiment ce sont vraiment le miroir de l'âme. Tu vois des choses, tu peux ouais. Puis après, tu as les techniques, mais on est un peu court là pour le faire, mais sur les clés d'accès oculaire, où tu peux voir la personne selon la position des yeux, selon dans quel état d'esprit et de pensée elle est. Est-ce qu'elle est en train de se raconter quelque chose en dialogue interne? Est-ce qu'elle est sur de l'imaginaire? Est-ce que ce qu'elle est en train de te dire, c'est vécu? Est-ce qu'elle est sur un ressenti? Tu as 6 positions comme ça au niveau des yeux. Et ça, ouais, les yeux, la lecture. Donc, en fait, de regarder les yeux de quelqu'un, ouais. Toi, tu es capable d'identifier quoi dans ces yeux-là? C'est de l'intuition. D'accord. Ouais, c'est l'intuition. C'est de l'intuition. En fait, la lecture, elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule. Après, tu sais, c'est un peu... Après, tu dis que tu n'es pas mentaliste. Ah, presque. Allez. Ouais, je pense qu'on doit avoir des frontières. On doit avoir des frontières. Et c'est vraiment c'est le data que tu as enregistré, en fait. C'est depuis que tu es enfant. Depuis qu'on est enfant, on enregistre une personne avant de se mettre en colère. Qu'est-ce qu'elle fait donc, on a une sorte de data machine qui fait que sur un mouvement un muscle du visage ou le regard, tu vas sentir ou pas sentir. C'est pour ça que parfois on se dit, cette personne, je la sens pas. Ouais. Elle a pas encore parlé, elle t'a juste regardé, parce que tu as peut-être dans ton modèle, dans l'inconscient, déjà vu ce regard-là où ce qui s'est passé derrière est pas super cool. Ouais. Et ça s'est passé par le regard. Ouais, tu as des capteurs. On a des capteurs, et il y a une data qui est incroyable. Aujourd'hui, on est une sorte d'IA sur pattes, tu vois. Parce que et puis on est encore plus fort depuis la naissance. Ouais. Quand tu n'as pas encore le vocabulaire, tu ne fais qu'observer le langage non verbal. C'est après avec les mots qu'on regarde moins. Ouais, j'ai une autre question, Mickaël. Ouais. Justement, on parlait tout à l'heure de routine. Je vais dériver sur quelque chose qui a pour moi rapport, c'est la discipline. Est-ce que pour toi, la discipline est un élément essentiel de la force mentale, et en quoi les deux sont liés en fait? Est-ce que tu dois être discipliné pour être fort mentalement? C'est une préférence, oui. D'accord. La discipline, en fait, c'est ce qui va t'apporter de la constance. Après, il y a une chose à regarder, c'est que la discipline, parfois, selon les environnements que tu rencontres, il y a certaines choses qui ont marché à un moment donné, qui t'ont servi à un moment donné, qui peuvent te desservir demain. On parlait du physique, des blessures, par exemple. Tu vois, si tu as un muscle qui est affaibli ou blessé, il va falloir le sortir de ta routine pour en trouver un autre. Si dans les exercices, tu avais une routine qui dure depuis 10 ans, il va falloir changer. C'est plus... la routine, c'est la constance. En fait, pour moi, la routine, c'est un refuge. C'est le phare. C'est le phare au milieu de l'océan. C'est quel que soit l'environnement. Moi, j'aime bien les routines stables. Ce sont des routines que tu peux faire n'importe où dans le monde. Des routines qui ne dépendent pas de conditions extérieures. Que tu n'aies pas besoin d'un tapis pour courir, que tu n'aies pas besoin d'haltères. Tu vois, les routines qui marchent le mieux sont celles que tu emportes avec toi-même, short t-shirt. Mais après, on parle de routine sportive. La routine, c'est vraiment une chose simple qui permet à ton cerveau de se dire, aujourd'hui,
rien n'a changé. Et donc, tout peut arriver. On est en sécurité. C'est ça. Pour moi, c'est le refuge. C'est qui? On a beaucoup parlé de, de plusieurs grands sportifs. Si demain, tu devais, pour toi, décrire le sportif qui a la plus grande force mentale que tu as rencontré, ou que tu n'as pas rencontré, ou qui existe. J'en ai rencontré qui existent comme ça. Le premier qui me vient, c'est Djoko. Ouais. Parce que je sais qu'il soigne son dialogue interne, il soigne tout ce qui est... il est très attentif aux exercices physiques, et puis il a une intention couplée d'une intensité qui est de vieillir jeune. Ça, c'est intéressant, ça, c'est inspirant. Le vieillir jeune. Donc, c'est pas juste ma performance du moment aujourd'hui, c'est comment je peux durer dans le temps. Et c'est ça. Et donc, ces routines à lui, elles sont mentales, physiques, physiologiques. La performance, tu as 4 pieds sur la performance: la technique, la tactique, le mental et le physique. Tactique, c'est ce que tu apprends. Technique, c'est ce que tu apprends. Tactique, c'est comment tu vas utiliser ce que tu as appris. Le mental, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je fais. Et la physiologie ou physique, c'est boire, manger, dormir et aller chercher tous les progrès des sciences sur ça. Donc, lui, il est très, très en avance, parmi d'autres. Il est très en avance, par rapport à d'autres. C'est aussi celui qui t'inspire le plus. Ouais. Et il y a du sourire aussi, même s'il peut un peu faire robot, il y a du sourire. Il a cette capacité, ouais. Et il y a des leviers que je ne connais pas encore chez lui. Et si tu devais faire le parallèle avec un entrepreneur, ce serait qui pour toi, le ou les entrepreneurs qui t'inspirent le plus là-dedans et qui pour toi ont le mental le plus fort? Pour avoir le mental le plus fort, il faudrait pouvoir discuter avec eux. Donc après, il y a l'image projetée et l'image reçue. Donc en image projetée, tout va toujours bien. Mais dans un entrepreneur, les entrepreneurs sont, pour moi, les plus inspirants sont des entrepreneurs qui pensent aux autres. Donc, qui vont se servir de leur notoriété, de leur environnement pour servir des causes. Donc il y en a plein, j'ai pas de portrait là comme ça à te donner. Mais pour moi, c'est cette intelligence de vie, de se dire comment je peux être utile, et servir au mieux les autres, après avoir réussi moi. Alors justement, Michael, est-ce que ça te dirait qu'on puisse faire un prochain podcast tous les deux, mais cette fois-ci justement non plus dédié à toi, mais dédié à décrypter le mental d'entrepreneur qu'on définirait? Ça pourrait être demain un Xavier Niel, un Elon Musk, un Howard Schultz, le patron de Starbucks, le patron de Starbucks, Howard Schultz, ou Jack Ma, et pareil, des Djoko, des Nadal, que derrière on puisse faire des prochains podcasts, mais justement pour décrypter ce qui se passe dans la tête de ces géants, parce que moi, clairement, j'aimerais être un Djoko. Moi, j'aimerais être demain un Xavier Niel. Franchement, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et je me dis si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a des raisons. Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et moi? Et je pense que ça pourrait intéresser aussi tout un tas d'auditeurs ou téléspectateurs qui pourraient justement aussi, parce que moi j'adorais en savoir plus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, et comment tu verrais ça? Moi, ça me parle, et je prends la balle. Ouais, bien sûr. Comment je verrais ça? Je verrais, alors, décrypter, on ne peut pas ouvrir le capot et voir de quoi elles sont composées. Par contre, là où on peut répondre à une promesse, c'est de nous rapprocher des outils, ou de rapprocher des outils à leur manière de penser. Ça, oui. De manière à modéliser, via des schémas, des méthodes, des outils, modéliser comment ils s'y prennent pour les appliquer à soi-même. Ça c'est possible. C'est-à-dire qu'on va se dire, comment, tu vois, un Elon Musk, tu citais un Elon Musk gère le risque. Eh bien, il y a des outils qui
qui existent aujourd'hui pour appréhender, optimiser, réfléchir au futur et apprivoiser le risque, même si on ne le connaît pas. Ça serait un moyen de modéliser et de donner des outils aux auditeurs et aux spectateurs sur voilà comment un géant travaille, voilà qui à notre sens voilà les outils qui à notre sens peuvent servir et peuvent nous permettre d'aller dans ces empreintes. Ok. Alors si tu es chaud, moi je suis chaud pour qu'on fasse un prochain podcast qui pourrait s'appeler Dans la tête des géants et dans lequel justement T'as déjà le titre? Ben voilà, le titre je l'ai. Ok. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à nous revoir. Je propose pour le prochain podcast qu'on commence par Elon Musk et pourquoi pas après enchaîner avec Djokovic. Et puis si vous avez des idées aussi de personnalités que vous aimeriez décrypter ou en tout cas comprendre leur comportement, comprendre ce qu'il y a dans leur tête, eh bien je vous invite à nous envoyer en commentaire les personnalités que vous aimeriez. Et puis moi aussi, comme c'est aussi mon podcast, je veux aussi franchement toutes les personnes que j'aimerais bien aussi, je vais aussi proposer de les faire. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Merci Michael. Merci JC. Au revoir. Au revoir.